Merci beaucoup de ton invitation et l'invitation et l'honneur que vous faites la gêne en m'invitant à cette réunion. Je remercie aussi les laboratoires Botu. Et tu sais la sympathie et l'amitié que j'ai pour les amis de Nador et je pense que c'est une amitié et c'est un respect partagé depuis de longues années. Effectivement, comme tu l'as bien précisé au cours de ta présentation, c'était prévu qu'on parle des prises en charge des complications, mais comme le 22 novembre, c'est-à-dire il y a quelques jours, il y a 14 jours, il y a 2 semaines, a été mis en ligne la synthèse, les recommandations de l'AGA novembre 2021. J'ai lu ce texte, et il est long, je pense qu'il doit faire 25 pages, et j'ai trouvé quand même un certain nombre de changements dans la prise en charge. Et après discussion avec toi et avec sûrement tous les autres amis que tu as eu après, donc la décision c'était finalement de scinder cet exposé en deux. La moitié sera consacrée à la synthèse des recommandations AGA novembre 2021 et la deuxième moitié sera consacrée à la prise en charge des complications. La prise en charge des complications, là aussi, j'ai fait la synthèse de 4 grandes recommandations. C'est les recommandations européennes de 2017 sur le bio, sa prise en charge, les recommandations de la Société européenne 2021, il vient d'apparaître aussi sur la, la prise en charge des sténoses bénignes, et aussi j'ai partagé avec vous les recommandations sur le bio de la Société américaine de gastro-entérologie et la Société anglaise d'endoscopie et de gastroentérologie parce qu'ils ont aussi fait des recommandations sur la prise en charge des sténoses peptiques. Donc, vous voyez, en fin de compte, ma présentation, c'est la synthèse de 5 grandes guidelines sur le reflux, sur ses complications, et j'espère que je répondrai à un certain nombre de questions que vous posez durant la prise en charge de vos patients. Le papier, c'est celui-là. Vous pouvez toujours donc le consulter. Et c'est un papier donc très, très intéressant parce que vraiment, ce sont des recommandations très détaillées. Première recommandation, il n'est pas nouvelle celle-là, c'est qu'on peut traiter un reflux sans explorer les patients. Chez qui? Chez les patients qui ont des symptômes typiques, à savoir le pyrosis et la régurgitation, ce sont les deux symptômes qui sont évocateurs donc, du reflux. Et cette fois-ci, il faut bien sûr associer l'absence de signe d'alarme. Donc, tout patient qui a des signes caractéristiques de reflux, à type de pyrosis, de regurgitation, sans signe d'alarme, et les signes d'alarme qui ont été pris en considération dans ces recommandations sont la dysphagie, l'amaigrissement, le saignement, bien sûr, avec l'anémie et les vomissements. Généralement, on associe l'âge aussi, je pense qu'on doit le garder au-delà de 50 ans, et on doit aussi peut-être ajouter, ça c'était pas mentionné dans la recommandation et je devais l'ajouter parce que ça c'est quelque chose qu'on faisait dans nos pratiques. Les gens qui ont des antécédents familiaux de cancer de l'estomac et de l'œsophage, on leur faisait obligatoirement des endoscopies, même s'ils sont jeunes et même s'ils sont des signes typiques, à savoir le pyrosis et la régurgitation. Ces patients doivent être traités de manière empirique. Cette fois-ci, ce n'est pas 4 semaines, ce n'est pas 6 semaines. Dans ces recommandations, c'est 8 semaines. Donc, ça va être 2 mois de traitement. Quand est-ce qu'on fera finalement l'endoscopie? L'endoscopie sera faite si on a des signes d'alarme, tout à fait logique. Si on n'a pas de réponse aux IPP, si on a une récidive aux IPP, mais aussi chaque fois qu'on a une gastrite de stade C ou D selon Los Angeles, c'est-à-dire le LA, une endoscopie est recommandée. Pourquoi? Pour vérifier la cicatrisation et pas seulement ça, pour chercher un EBO qui peut être difficile à détecter en cas d'œsophagite sévère. Il est très difficile d'aller chercher un EBO court ou un EBO très court lorsque vous avez une œsophagite sévère et par conséquent, il est recommandé de faire une endoscopie de contrôle après 8 semaines de contrôle, 8 semaines de traitement par les IPP lorsque vous avez une œsophagite stade C, au stade D selon Los Angeles. Donc finalement, c'est pas de réponse aux IPP, récidive après réponse aux IPP, œsophagite stade C au stade D pour vérifier la cicatrisation et aussi chercher un EBO, sans oublier bien sûr les malades qui ont des signes d'alarme. Ils auront donc une endoscopie de prime abord et pas de traitement empirique. Quand est-ce que la pH-métrie?
on distingue en fait deux types de pH-métrie. La pH-métrie sans IPP et la pH-métrie sous IPP. C'est-à-dire, on va demander au patient d'arrêter pour une durée qui dépassera une semaine et on fera la pH-métrie après. Ou bien, on va conseiller de faire la pH-métrie alors que le malade prend les IPP. Quand est-ce qu'on va faire une pH-métrie en demandant au patient d'arrêter les IPP? C'est lorsque le diagnostic n'est pas clair. À ce moment-là, on fera obligatoirement, bien sûr, une pH-métrie sans IPP, à moins que le malade ait fait une endoscopie et il avait montré des signes typiques de reflux. Si on a déjà fait une endoscopie et on a montré des signes typiques de reflux, et on verra que les signes qui sont retenus comme typiques de reflux, c'est l'œsophagite stade B, C ou D et le barrette lent. J'entends par barrette lent un barrette supérieur à 3 cm. Donc, lorsque vous avez une œsophagite, notamment C ou D, et un barrette lent, le diagnostic de RGO est fait. Et si vous devez faire une pH-métrie, on va voir dans quelles conditions il sera fait. Il faut que ça soit fait sous IPP parce que le diagnostic de RGO est déjà fait. Lorsqu'on fait une pH-métrie pour savoir est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas de reflux, à ce moment-là, on la fera sans IPP parce qu'on risque de masquer un IPP en donnant, donc on risque de masquer un reflux en prescrivant des IPP. Donc, il faut maintenant envisager la pH-métrie avec ou sans en fonction du contexte RGO diagnostiqué sur une endoscopie antérieure ou RGO diagnostic qui n'est pas clair à ce moment-là. Chaque fois que le RGO et le diagnostic de RGO n'est pas clair, la pH-métrie doit être faite après arrêt des IPP. C'est important. La deuxième indication de la pH-métrie, c'est lorsque nous avons des manifestations extradigites, nous avons des douleurs thoraciques, mais sans pérosis associée. À ce moment-là, il faudra absolument éliminer une cause cardiaque et sinon, si on ne trouve pas de cause cardiaque, lorsqu'on aura des signes extradigestifs, notamment des douleurs thoraciques, on fera une pH-métrie pour faire la liaison entre ces douleurs thoraciques et un reflux gastro-œsophagien. Voilà la proposition de l'AGA en 2021. Lorsqu'on aura des signes de reflux, avec des signes qui sont caractéristiques, type de régurgitation à type de pérosis, on éliminera l'existence de signes d'alarme. Lorsque ces signes sont fréquents et retentissent sur la qualité de vie, le malade sera traité par IPP le matin avant repas, en principe 30 à 60 minutes avant le repas du matin, pendant 8 semaines. Les symptômes s'améliorent ou disparaissent, on arrêtera les IPP et le diagnostic, bien sûr, du reflux est fait. Le malade ne s'améliore pas ou s'améliore de manière incomplète. La nouveauté, c'est qu'une endoscopie doit être faite, mais dans quelles conditions? Ne jamais faire l'endoscopie immédiatement après l'arrêt des IPP. Ici, on recommande d'arrêter les IPP en moins 2 à 4 semaines. Et c'est après cet arrêt de 2 à 4 semaines qu'une endoscopie va être faite. Pourquoi? Pour ne pas masquer des lésions existantes, notamment des œsophagites. Vous pouvez les cicatriser et venir vous faire une endoscopie, vous la trouvez normale, et vous avez raté l'occasion de faire le diagnostic d'un reflux. Donc, on exige aujourd'hui un arrêt d'IPP 2 à 4 semaines avant de faire cette fibroscopie. Ne pas arrêter après 8 semaines et faire immédiatement l'endoscopie, vous aurez donc raté l'occasion de faire le diagnostic d'une œsophagite. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans la phase où on ne sait pas est-ce que le malade a un reflux ou pas, parce qu'on n'a pas exploré auparavant. On fait cette endoscopie faite 2 à 4 semaines après l'arrêt des IPP. On trouve une œsophagite stade B. Vous avez vu, on n'a pas retenu le grade A comme étant spécifique au reflux. Il peut être secondaire à beaucoup de choses. On n'a gardé que le B, le C et le D, et le BO supérieur à 3 cm. Ce sont les signes endoscopiques qui apportent la preuve, qui confirme, vous voyez, encadré en vert, qui confirme le reflux. Donc, la présence d'une œsophagite stade A ne confirme pas l'existence d'un reflux. Par contre, la présence d'une œsophagite stade B, stade C ou stade D avec un barrette ou pas supérieur à 3 cm, là, on confirme la présence d'un reflux. Si vous avez une endoscopie normale ou une œsophagite grade A,
là, vous devez compléter par une pH-métrie pour avoir la preuve qu'il y a un reflux. Et à ce moment-là, vous avez une pH-métrie anormale, vous confirmez le reflux. Vous avez une pH-métrie normale, vous devez chercher une autre cause. Voilà comment le diagnostic aujourd'hui est proposé par donc, l'AGA en 2021. L'AGA a mentionné dans ce papier une nouvelle technique. Une nouvelle technique qui est la mesure de l'impédance muqueuse au cours d'endoscopie. J'étais allé chercher le papier princeps de cette technique, il est publié en gastroentérologie en 2019 par Patel. Finalement, c'est quoi? Au cours d'une endoscopie, c'est un cathéter porteur d'un ballon. Ce ballon est gonflé, mais avant, il n'est pas gonflé parce qu'on va le rentrer dans le canal opérateur. On va entrer ce ballon dans le canal opérateur de l'endoscope, on va le positionner au niveau de la partie distale. C'est un ballon qui fait de 10 cm. Il est porteur de quoi? Il est porteur de capteurs d'impédance, mais pas l'impédance qu'on a l'habitude de faire, non, c'est l'impédance muqueuse. Qu'est-ce qu'il mesure, cette impédance muqueuse? L'impédance muqueuse, il mesure les jonctions intercellulaires. Lorsque les jonctions intercellulaires sont élargies sous l'effet d'un reflux ou sous l'effet d'une œsophagite à eosinophile, cette impédance muqueuse est modifiée et pas de la même manière si on a un reflux ou si on a une œsophagite à eosinophile. Et cette technique aujourd'hui est capable de nous dire s'il y a un reflux ou pas, et si ce reflux s'il y a un reflux ou pas, et s'il y a une œsophagite à eosinophile. Donc, le diagnostic différentiel entre une œsophagite par reflux et une œsophagite à eosinophile peut être fait par cette nouvelle méthode qu'on peut faire au cours d'une endoscopie, bien sûr. Qu'est-ce que l'AGA dit par rapport à cette nouvelle technique? Il l'a citée et il dit « Cette technique s'est avérée prometteuse pour différencier le RGO et l'œsophagite à eosinophile et pourrait devenir un complément utile à l'endoscopie dans le diagnostic du RGO. » Donc, une technique prometteuse qui pourra faire partie de l'arsenal thérapeutique, de l'arsenal diagnostique qu'on aura, et c'est quand même quelque chose qu'on aura à faire au cours d'une endoscopie. C'est comme une pince à biopsie qu'on va introduire, on va gonfler le ballon et on va avoir cette mesure d'impédance, mais que cette fois-ci pour voir est-ce qu'il y a un reflux ou est-ce qu'il y a une œsophagite à eosinophile. C'est une affaire à suivre, bien sûr, dans l'avenir. Voilà les nouveautés qui m'ont paru être intéressantes à partager avec vous en matière de diagnostic. Maintenant, qu'en est-il du traitement? Et je commence par les mesures hygiéno-diététiques. Vous savez, il y a du tout par rapport au RGO et à sa prise en charge hygiéno-diététique. Ce qui a été retenu dans ces recommandations, c'est que nous suggérons, bien sûr, il y a différence entre suggérer et recommander. Ici, on suggère, c'est lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'arguments. On recommande lorsqu'il y a suffisamment d'arguments. On suggère d'éviter les repas dans les 2 à 3 heures précédant le coucher. Donc, le dernier repas, entre les derniers repas et bien sûr d'aller se coucher, pour quelqu'un qui a un reflux, on doit lui conseiller de respecter un délai de 2 à 3 heures. Et d'éviter, ça on le connaît, ça a été retenu, le gras, le café, la menthe, le chocolat, les boissons gazeuses, les boissons alcoolisées, les aliments épicés, les aliments acides comme les agrumes, notamment le citron et notamment le jus de citron, les tomates, notamment les sauces tomates, le tabac, les repas copieux, il faut préférer des petits repas. Il faut perdre du poids si on a un excès pondéral. Il faut dormir sur le côté gauche et bien sûr avoir un plan surélevé du côté de la tête. C'est bien sûr, c'est des choses que vous connaissez tous. Donc, ils ont été reproduites au cours de ces recommandations. Le traitement, c'est les IPP, que ce soit en traitement d'attaque et non pas les anti-H2. Les IPP, c'est aussi le traitement lorsqu'on décide de faire un traitement d'entretien. Et les IPP doivent être pris 30 à 60 minutes avant le repas. Là, je ne vous rapporte pas quelque chose de nouveau. Par contre, quel traitement d'entretien et quand? Quels, c'est les IPP. Les IPP à dose minima efficace. C'est important. On ne va pas faire de traitement continu lorsque nous avons la disparition des symptômes après 8 semaines et si le patient n'a pas d'œsophagite stade C au stade D. Une œsophagite stade A au stade B, chez quelqu'un qui a des symptômes qui ont été maîtrisés au bout de 8 semaines, n'a pas besoin de traitement d'entretien en continu, il aura un traitement à la demande. Par contre, quand un traitement d'entretien est recommandé, et de manière forte par l'AGA, c'est lorsque nous avons une œsophagite sévère. Donc, tout patient
qui a une œsophagite sévère, grade C ou grade D, doit avoir un traitement au long cours. Sinon, on doit prévoir un autre traitement, notamment, bien sûr, un système anti-reflux. Et tout patient qui a un EBO doit avoir un traitement en continu. Donc, traitement d'entretien en continu dans deux situations, une œsophagite sévère, grade C ou grade D, et un endobrachie œsophage. Pourquoi le traitement au long cours si on a une œsophagite COD? Voilà les arguments de l'AGA. Si une œsophagite est sévère COD, 100% des patients vont rechuter dans les 6 mois. Et la récidive de l'œsophagite, et là je parle de l'œsophagite, c'est important, pas les symptômes, après interruption, il peut survenir et réapparaître après 1 à 2 semaines d'arrêt d'IPP. Ce qui est quand même préjudicieux. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que l'œsophagite, c'est elle qui va donner la sténose après si le patient n'est pas bien traité. Et c'est pourquoi l'AGA, dans le texte, ils disent « Nous recommandons un traitement d'entretien par IPP indéfiniment ou une chirurgie anti-reflux pour les patients atteints d'œsophagite grade C ou grade D. » Vous savez qu'il y a des fois, on associe des traitements, on associe des prokinétiques, on associe ceci, on associe des antiacides, on associe des alginates. Qu'est-ce qu'il faut associer? Et quels sont les traitements proposés par l'AGA en 2021? Il ne faut pas associer le baclofène qu'en cas de preuve objective de RGO, notamment dans le RGO résistant aux IPP, et après réalisation d'une pH-métrie, impédance-métrie, auquel cas, bien sûr, le baclofène peut améliorer les symptômes, sachant que c'est un médicament qui a un certain nombre d'effets secondaires, comme vous le savez tous, bien sûr. Les prokinétiques n'ont pas d'indication et ils ne doivent pas être associés aux IPP, à moins qu'il existe des preuves objectives d'une gastroparésie. Donc, il faut avoir la preuve de la gastroparésie. Vous savez que la gastroparésie, soit elle est idiopathique, soit souvent c'est la gastroparésie diabétique. Donc, un malade diabétique qui vomit, attention, s'il a un reflux, ça peut être donc utile d'associer donc les prokinétiques dans cette situation. Le sucralfate a eu dans ses recommandations une seule indication, c'est la femme enceinte. Ils ont mis ce traitement, c'est le traitement de première ligne, sucralfate pour la femme enceinte. L'arrêt brutal des IPP. Vous savez qu'avant, je vous ai mis ici, ça, ce n'est pas une recommandation de l'AGA, la recommandation de l'AGA, c'est celle-là. Avant, notre pratique, c'était quoi? On disait, la plupart des écrits sur le reflux disaient que la règle de prescription des IPP évitait l'effet rebond. C'est quoi l'effet rebond? Si prise prolongée d'IPP au-delà de 2 mois, ne pas arrêter brutalement, car risque d'effet rebond. Et on conseillait, bien sûr, c'est ce qu'on disait jusqu'à présent, c'est ce que je disais à des malades, à moi, chez qui les IPP ont été prescrits plus de 2 à 3 mois. Je leur disais, il ne faut pas arrêter brutalement, il faut arrêter de manière progressive, réduire de moitié, puis 1 jour sur 2, et l'arrêt sera fait sur 2 à 3 semaines. C'est une pratique qu'on faisait. Maintenant, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a cet effet rebond qui a été décrit. Qu'est-ce qu'il dit, l'AGA, par rapport à cette situation aujourd'hui? Il nous dit que c'est un domaine de controverse. Il nous dit que c'est une réalité. Cet effet rebond a été démontré chez des témoins sains, mais il émet une réserve. Il n'existe pas de preuve solide d'une augmentation des symptômes après un retrait brutal de l'IPP. Donc, il ne se pose pas à l'arrêt brutal des IPP, quoique il insinue que ceci pourra se reproduire. Donc, finalement, c'est une controverse. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, personnellement, je continuerai à conseiller à mes malades qui ont pris les IPP au-delà de 3 mois de faire un arrêt progressif sur 2 semaines. Je ne perds rien, c'est une précaution supplémentaire. J'arrive à une situation clinique très fréquente, c'est les manifestations extradigestives. Vous savez que ils peuvent se voir dans 40 à 60%. Ils peuvent être donc pulmonaires, ORL, cardiologique, ça peut être des douleurs thoraciques qui évoquent un angor. Donc, vous connaissez un petit peu ces signes. Donc, c'est une situation fréquente en clinique. L'AGA ne propose pas l'endoscopie comme examen de première intention, ni un examen intéressant à faire lorsque nous avons des manifestations extradigestives. Quel est le rationnel de cette recommandation? Le rationnel de cette recommandation, c'est que la plupart des endoscopies faites chez des malades qui ont des manifestations extradigestives seront normales, on ne trouvera pas d'œsophagite. L'œsophagite n'existe dans les cas où il y a des manifestations extradigestives que dans 18 à 52% au maximum.
Et deuxièmement, la deuxième réserve qu'ils ont émise, que même si vous avez une œsophagite et vous avez des signes extradigestifs, vous ne pouvez pas mettre les symptômes extradigestifs sur le compte du reflux. Il faut que vous ayez la preuve par rapport à cela. Mais si jamais vous faites cette endoscopie et vous trouvez une œsophagite grade C ou grade D, bien sûr, le malade sera traité comme reflux parce qu'on sait que l'œsophagite grade C ou grade D confirme l'existence d'un reflux. La deuxième exploration qu'on fait souvent, que font nos amis ORL, c'est la laryngoscopie. L'AGA se pose à la laryngoscopie comme seul examen pour confirmer que des lésions ORL sont en rapport avec le reflux. C'est des lésions non spécifiques. Une laryngoscopie, s'il montre des lésions au niveau ORL, ça ne confirme pas que c'est le reflux qu'on est responsable. On doit obligatoirement associer d'autres tests supplémentaires. Vous allez voir que ces tests, c'est essentiellement la pH impédance-métrie. Voilà la conduite à tenir proposée. Vous avez des signes extradigestifs, ORL pulmonaire ou cardiaque. Vous devez absolument consulter le spécialiste d'organes pour éliminer une pathologie pulmonaire, une pathologie ORL, une pathologie cardiologique, notamment cardiopathie ischémique en l'occurrence. Et il faut distinguer deux situations. Une situation où on a des signes extradigestifs avec des signes typiques de reflux, c'est-à-dire pyrosis ou regurgitation, et la situation où vous avez ces signes isolés. Ici, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a le malade. Ici, du moins, on sait qu'il a un reflux. Mais maintenant, est-ce que les signes extradigestifs rentrent dans le cadre du reflux ou pas? Ça, c'est une autre paire de manches. Ces malades-là qui ont des signes de reflux associés à des signes extradigestifs auront un traitement par les IPP double dose pendant 12 semaines. Et on va évaluer les manifestations extradigestives après. Les manifestations extradigestives s'améliorent, ils seront mis sur le compte du reflux. Les manifestations extradigestives ne s'améliorent pas, on doit faire une pH-métrie pour savoir est-ce qu'il y a un reflux et est-ce que ce reflux est responsable de ces symptômes. Vous avez des symptômes extradigestifs isolés sans manifestation digestive typique, à savoir le pyrosis et les régurgitations. On ne traitera pas par les IPP, on va explorer le malade par une pH-métrie et non pas par une endoscopie. Celle-ci sera anormale, on confirme le reflux et on traite comme tel. Celle-ci est normale, on va faire une pH impédance-métrie pour chercher s'il n'y a pas un reflux mixte ou non acide associé. Comment on doit traiter les manifestations extradigestives en 2021? C'est IPP double dose pendant 8 à 12 semaines. Et il précise que si des malades seront candidats à un traitement, les procédures anti-reflux chirurgicales ou endoscopiques ne seront recommandées que chez les patients présentés des preuves de reflux objectif. Pourquoi? Parce que la sélection des malades dans cette situation est quelque chose de crucial parce qu'on peut opérer des malades qui n'ont pas de reflux et les signes extradigestifs rentrent dans le cadre du fonctionnel ou dans le cadre d'une pathologie ORL ou cardiaque ou pneumologique spécifique et on sera dans le tort de leur proposer un traitement agressif, invasif. Donc, sélection du malade très précise, méticuleuse, avant de passer la main à autre chose si le traitement médical ne marche pas. J'arrive à la dernière situation qui est la définition et qui est quoi faire lorsque un malade ne répond pas aux IPP. La définition qui a été retenue par l'AGA en 2021, c'est pendant 8 à 12 semaines, on a traité un patient et on a même doublé la dose et le malade ne répond pas lorsqu'il a des signes typiques, à savoir donc le pyrosis et la régurgitation. Qu'est-ce qu'il faut faire devant cette situation? Il faut d'abord penser aux hypothèses qui sont à l'origine, et ça, ils sont connus, et voilà ce qui a été retenu par l'AGA. Donc, essentiellement, on peut avoir un reflux acide résiduel malgré les IPP, on peut avoir un reflux non acide, on peut avoir tout simplement un œsophage sensible, alors que le malade a un reflux physiologique comme monsieur tout le monde, et pourtant, il le sent très mal et il le vit très mal. Ça peut être des symptômes causés par des anomalies au niveau de l'œsophage, mais qui n'ont rien à voir avec le reflux. C'est les diagnostics différentiels, c'est l'œsophagite eosinophile, l'achalasie, les spasmes étagés de l'œsophage, les troubles moteurs en général. Et ça peut être parfois des troubles non œsophagiens du tout, tels qu'une gastroparésie ou une pathologie cardiaque lorsque le malade présente des douleurs thoraciques. Comme ça peut être tout simplement un trouble fonctionnel
et le malade n'a pas de maladie organique associée. Vous voyez que vraiment les causes, c'est énorme. Il y a beaucoup de diagnostics différentiels à éliminer avant de dire que le malade est résistant aux IPP. Ça, c'est important. La sélection des malades, le tri doit être méticuleux pour dire que c'est une véritable résistance aux IPP. Quelles sont les explorations proposées en 2021? Si le patient n'a pas déjà eu une endoscopie sans IPP, vous devez exiger l'arrêt des IPP pendant 2 à 4 semaines avant de faire cette endoscopie. C'est important pour avoir la situation, comment dirais-je, native, c'est-à-dire sans qu'il y ait donc de traitement par les IPP prescrits et la fibroscopie a été faite immédiatement après. Donc, arrêtez les IPP 2 à 4 semaines avant de faire vos endoscopies chez les malades que vous avez traités de manière empirique. Ils ajoutent que lorsque vous avez un malade qui résiste aux IPP, vous faites une endoscopie, vous devez faire obligatoirement des biopsies œsophagiennes. Pourquoi faire des biopsies œsophagiennes? C'est pour éliminer autre chose, en l'occurrence une œsophagite à eosinophile par exemple. Et bien sûr, lorsque vous avez fait une endoscopie, vous avez fait les biopsies, ils sont normaux, vous avez fait une pH impédance, elle est normale, vous devez compléter par une manométrie pour éliminer un trouble moteur. Donc, pour dire que le malade a un IPP réfractaire, il faudra absolument éliminer beaucoup de choses avant de retenir ce diagnostic de résistance. Endoscopie avec biopsie, pH impédance-métrie normale, pH impédance-métrie, il peut être normal comme il peut être anormal, bien sûr, ça dépend dans quelle situation on est. On va voir bien sûr l'algorithme et bien sûr on terminera par la manométrie pour ne pas prendre un malade qui a des troubles moteurs pour un reflueur. Et finalement, la situation a été envisagée par l'AGA selon 2 profils. Le profil de patient qui a eu un traitement par les IPP de manière empirique. Qu'est-ce qu'on va faire lorsque le malade ne répond pas aux IPP? Eh bien, vous allez optimiser. On va voir comment il faut faire cette optimisation. Le malade s'améliore, c'est un reflux et on va gérer au long terme en fonction de la situation. Le malade ne s'améliore pas, on va arrêter les IPP 2 à 4 semaines et on fera une fibroscopie. Celle-ci, donc, est normale, on fera une pH-métrie. Lorsque celle-ci est négative, ce n'est pas un reflux, on doit chercher une autre cause. Lorsque celle-ci est positive, le diagnostic du reflux est retenu. Si on fait une endoscopie après arrêt des IPP de 4 semaines et on trouve donc des anomalies, à ce moment-là, si c'est des anomalies qui évoquent une pathologie organique qu'on connaît, à ce moment-là, le diagnostic sera fait, le traitement sera fait en fonction de la cause suspectée. Si on trouve une œsophagite B, C, D ou un barrette supérieur à 3 cm, c'est à ce moment-là que le diagnostic d'œsophagite, de reflux va être retenu. Donc, on ne retient le diagnostic de reflux que sur la présence d'une œsophagite stade B, C ou D ou un EBO long plus de 3 cm. À ce moment-là, on confirme l'existence d'un reflux. Mais la situation la plus fréquente, ce sont des malades qu'on a déjà explorés. Ils ont déjà été explorés, ils ont eu leur fibroscopie, peut-être ils ont eu une pH-métrie ou pas, mais ils ont eu minimum une endoscopie auparavant. Lorsque vous avez apporté votre diagnostic parce que vous avez trouvé une œsophagite C ou D, à ce moment-là, vous allez optimiser pour 4 semaines maximum, et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire comme optimisation. Le malade s'améliore, on confirme le diagnostic et on va gérer au long terme. Le malade ne s'améliore pas. 2 situations. Si votre malade a des régurgitations comme symptôme dominant, ça c'est très important. Lorsqu'on a des régurgitations comme symptôme dominant, là, il faut proposer 2 techniques nouvelles, je vais en parler. La MSA, qui est le renforcement du sphincter inférieur, donc par magnétique, vous allez voir, c'est un procédé qui fait appel donc à un procédé magnétique, et soit la fin d'applicature chirurgicale ou la fin d'applicature par voie endoscopique. Donc finalement, nous avons 3 techniques pour traiter les malades chez qui un traitement médical va être jugé non efficace, soit la MSA, soit la TIF, soit l'onicène sous cellule. Et on verra quelles sont les indications de ces 3 techniques dans le traitement du reflux résistant aux IPP. On va faire une pH impédance-métrie après. La pH impédance-métrie est obligatoire lorsque nous avons un malade qui a un reflux résistant aux IPP. Il est normal, là on doit chercher une pathologie fonctionnelle ou autre chose, je vais vous montrer un algorithme. Il est anormal, bien sûr, à ce moment-là, soit qu'on va optimiser le traitement médical, soit qu'on va passer la main à nos amis chirurgiens pour faire donc
soit une MSA, soit une TIF, soit un lichen sous-cellule. Donc, nous avons 3 techniques chirurgicales aujourd'hui qui sont validées et proposées par l'AGA en 2021 et on verra les indications de chacune d'elles. Pourquoi faire la pH-métrie, impédance-métrie? Ça, c'est un papier que j'ai ajouté pour vous donner une idée claire sur la place de la pH-métrie, impédance-métrie lorsque vous avez un reflux résistant. Regardez, lorsque c'est 572 malades qui n'ont pas répondu aux IPP, des vrais non-répondeurs aux IPP. On leur a fait de la pH-impédance. Eh bien, retenez une chose, 76% de ces malades dans ce travail n'avaient pas de reflux, avaient soit un œsophage sensible, soit un trouble fonctionnel. C'est énorme. Allez-y, opérer ces malades. Vous allez les avoir sur le dos. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas s'améliorer. Ils vont venir vous dire, pourquoi docteur, vous m'avez opéré? Donc, attention, avant d'opérer des malades, notamment non répondants aux IPP, il faut réfléchir 1000 et 1000 fois. Il faut faire un bon tamisage pour proposer que les malades qui ont des chances de répondre au traitement. Les malades qui sont des vrais résistants, vous voyez, c'est 7% qui vont avoir un reflux acide persistant. Les malades qui sont ce qu'on appelle weakly acid, c'est-à-dire un pH entre 4 et 7, mais pas inférieur à 4. Vous voyez, c'est 1%. Les malades qui ont un reflux alcalin ou mixte, c'est 5,5%. Donc, et la plupart, c'est des malades qui n'ont ni reflux acide, ni reflux alcalin, ni reflux mixte. C'est pourquoi la pH-impédance est importante pour une meilleure sélection. Et voilà une proposition, ça c'est pas l'AGA, mais c'est une proposition que je voudrais partager avec vous. C'est un algorithme que j'avais bien sûr travaillé sur d'autres présentations et je voudrais l'inclure. Lorsqu'un malade résiste aux IPP, vous allez faire l'impédance. Vous allez la faire sous IPP parce que le diagnostic du reflux est déjà fait. Il ne faut pas arrêter les IPP, il faut les garder pour voir est-ce que le malade a encore une sécrétion acide résiduelle. C'est les malades ici. Vous allez faire votre pH impédance, vous allez avoir 4 situations. Soit le malade a encore un reflux acide, vous voyez, ça représente même 7%. Vous allez à ce moment-là augmenter la dose des IPP, vous allez changer d'IPP, vous allez optimiser, on verra comment on optimise. Le malade a un reflux non acide, c'est-à-dire alcalin ou mixte. Là, il y a intérêt à passer au baclofène ou d'associer le baclofène et peut-être céder la main au chirurgien. Le reflux weakly acide, c'est ce qu'on appelle faiblement acide. C'est un pH qui n'est pas très acide, il n'est pas inférieur à 4, il est en 4 et 7. À ce moment-là, c'est souvent un œsophage sensible. C'est un reflux physiologique, mais le malade sent la douleur. Là, bien sûr, ça va être les IPP, les tricycliques. Et le malade est fonctionnel. Ça, c'est la prise en charge des malades fonctionnels. C'est seulement des tricycliques. Donc, vous voyez, il y a 4 profils et la prise en charge est différente en fonction. Donc, un malade, derrière un malade résistant aux IPP, entre guillemets, se cache beaucoup de profils de patients et il faudra faire une bonne analyse et une bonne pH impédance, cette fois-ci sous IPP parce que le diagnostic du reflux est déjà confirmé et on voudra savoir quel est le taux de réponse. Est-ce qu'il y a encore une sécrétion acide ou pas? Comment l'AGA propose l'optimisation? Comment optimiser? Optimiser, c'est d'abord vérifier l'observance. Optimiser, c'est de vérifier le moment de prise. C'est le matin, lorsque le malade prend une dose unique. C'est 30 à 60 minutes avant. S'il prend une double dose, c'est une le matin avant repas et une le soir avant repas, bien sûr. Il faut doubler la dose. Il faut changer de famille d'IPP. J'étais chez Aubert, j'avais donné un oméprazole, je peux partir sur un ésoméprazole. J'avais un ésoméprazole, je peux donner un pantoprazole, je peux donner un rabéprazole. On change de famille, parfois ça marche. Mais on ne peut pas changer à l'infini. L'AGA nous dit, plusieurs passages à un autre IPP ne peut pas être considéré et recommandé. On fera une fois. On change de famille une fois, ça marche pas, on ne va pas changer à l'infini de famille. Quand est-ce opérer un malade lorsque on a tout essayé ou lorsque il répond mais il reste dépendant? Quelles sont les indications in fine de cette chirurgie? D'abord, il faut que le chirurgien soit un chirurgien expérimenté parce que c'est une chirurgie fonctionnelle. Donc, il faut qu'il y ait du volume, il faut qu'il y ait de l'expertise. Ça, c'est un. De deux, il faut avoir les preuves que le malade est reflueur et que les symptômes sont en rapport avec le reflux. C'est important pour ne pas opérer des fonctionnels. Vous avez vu que parmi 100 malades qui n'ont pas répondu aux IPP, il se cache derrière au moins 50% de fonctionnels. Attention à ces profils-là. Quelles sont les indications retenues par l'AGA? Les malades répondeurs aux IPP mais dépendants avec une œsophagie de stade COD parce qu'ils doivent recevoir les IPP au long cours. Imaginez quelqu'un qui a 25 ans,
qui a déjà fait une œsophagite sévère, est-ce qu'il va garder les IPP pendant 40-50 ans? Non, il faut discuter avec le patient et lui proposer l'option chirurgicale. Le RGO résistant, mais après une sélection méticuleuse, et on a vu les raisons pour ne pas opérer des fonctionnels. Et bien sûr, les malades qui ont des grandes hernies hiatales et les malades qui font des régurgitations, c'est des bonnes indications à la chirurgie. Vous voyez un papier qui a été publié à New England, il a ajouté, il a été cité aussi dans le texte de l'AGA, 366 malades proposés pour chirurgie, pour reflux résistant. Et bien, vous voyez parmi eux, 99 ont une pathologie fonctionnelle. Et 23 ont autre chose qu'un reflux, ils ont une œsophagite eosinophile ou d'autres pathologies organiques. Finalement, 33% de cette série ont été éliminés. 12% étaient des bons répondeurs, mais on n'avait pas bien optimisé le traitement par les IPP. Et finalement, sur les 366, après une bonne sélection, l'équipe qui a publié le papier n'a retenu que 78% qui sont des vrais non-répondeurs et qui représentent une excellente indication à la chirurgie. Ces malades, lorsque vous les opérez, vous aurez 67% d'amélioration dans le bras chirurgie versus 28% dans le bras IPP double dose. Donc finalement, une bonne sélection de ces malades non-répondeurs. Lorsqu'on fait une bonne sélection, la chirurgie peut être une bonne option. Quel bilan doit-on faire avant traitement chirurgical ou endoscopique? Une évaluation minutieuse pour s'assurer que le reflux est présent et qu'il est responsable des symptômes. Ça, c'est fondamental. Il faut exclure une achalasie par une manométrie haute résolution. Et il faudra absolument faire un test de provocation pour évaluer la réserve contractile lorsqu'il y a une motilité œsophagien inefficace. Et ça, c'est fondamental. Parce que lorsque nous avons une motilité œsophagienne sans réserve contractile, opérer les malades ne va pas aussi les améliorer et les malades vont rester symptomatiques après. Donc, obligatoirement, avoir la preuve du reflux, avoir la preuve que les symptômes présents sont dus au reflux et il faudra éliminer un trouble moteur associé et notamment faire ce test de provocation lorsque nous avons une motilité œsophagienne inefficace pour s'assurer de la réserve contractile pour pouvoir voir est-ce que le malade va s'améliorer ou pas après cette chirurgie. Quel traitement chirurgical? Le standard, vous le connaissez, c'est le Nissen sous Célio, fin d'applicature selon Nissen sous Célio. Mais aujourd'hui, l'AGA propose aussi la MSA comme traitement qui peut être fait chez des malades qui ont un reflux, mais qui ont comme symptôme dominant la régurgitation. Qu'est-ce que c'est que la MSA? C'est le renforcement magnétique du sphincter inférieur de l'œsophage. C'est quoi cette intervention? C'est finalement un fil en titan avec donc des perles magnétiques qui sont accrochées sur le fil. C'est comme un bracelet qu'on va enfiler autour du bas œsophage. Il va se fermer et il va exercer une pression entre 15 et à 25 mm sur le reflux. Donc les aliments, la pression dans l'estomac qui n'est que de 5 à 10 mm de mercure ne pourra jamais vaincre la pression exercée par le bracelet au niveau du bas œsophage et finalement plus de reflux ne va se voir. Mais les aliments peuvent toujours descendre parce que la pression par la contraction de l'œsophage, c'est 35 à 60, donc ça descendra dans ce sens. Si on vomit, la pression augmente, donc on pourra toujours vomir. Si on veut faire des éructations, ça peut toujours se faire. Pourquoi? Parce que la pression sera plus importante que les 15 à 25 exercés par le bracelet. Et donc finalement, c'est tolérance bonne, efficacité démontrée. Démontrée sur une très belle étude qui a été publiée dans Gastro-intestinal endoscopie en 2019. Et vous voyez, chez des malades qu'on a traités par IPP double dose parce qu'ils ont résisté aux IPP et chez des malades qu'on a opérés par MSA, eh bien, 89,4% des patients qui ont eu le bracelet magnétique ont évolué par rapport à seulement 10% qui ont gardé les IPP double dose. Donc, attention, c'est une technique prometteuse, c'est une technique qui a été validée et proposée comme recommandation chez des malades qui ont essentiellement quoi? Qui ont des malades qui ont la régurgitation comme symptôme dominant. Ça peut aider les malades et ça fonctionne très bien d'après plusieurs études dans celle-ci. Quelle est la place de la fin d'applicature transorale? Vous savez qu'il y a plusieurs procédés. Celle-ci a été retenue par l'AGA en 2021, c'est-à-dire un traitement endoscopique par fin d'applicature transorale. Voilà les indications en 2021. Patients souffrant de regurgitation, encore une fois, ou de pyrosis.
Là, on a ajouté le pyrosis des malades qui ont un pyrosis persistant, gênant, qui ne répond pas au traitement médical et dont la preuve a été apportée comme étant le reflux est responsable de ces symptômes et qui ne souhaitent pas subir une chirurgie anti-reflux, c'est-à-dire un Nissen sous cellulose, et qui n'ont pas d'œsophagite sévère, grade C, grade D, et qui n'ont pas d'hernie. Donc, 3 choses. 1, il faut qu'il y ait des symptômes gênants. Il faudra que le refus à un traitement chirurgical ou une contre-indication à ce dernier. Il ne faudra pas qu'il y ait une œsophagite sévère, COD, et il ne faudra pas qu'il y ait une hernie hiatale supérieure à 2 cm. Voilà la fin d'applicature par voie orale. Et là, je vous rapporte une étude en 2015. C'est un procédé par voie endoscopique. Il est là en schéma et il est là en réalité. Donc, on va former une valve par voie endoscopique. Et dans cette étude, LATIF, ça s'appelle LATIF. Donc, c'est la fin d'applicature par voie orale, et a été plus efficace que les IPP, donc dans un pourcentage, vous voyez, 67 versus 45, et le P était significatif. Donc, c'est une option chez les gens qui refusent la chirurgie sous cellulose et qui n'ont pas d'œsophagite sévère et qui n'ont pas une hernie supérieure à 2 cm. La stretta évaluée par l'AGA comme méthode non recommandée en 2021. Donc, il ne recommande pas la stretta comme traitement endoscopique du reflux gastro-œsophagien. Voilà la synthèse que j'ai aimé faire et partager avec mes amis sur le reflux selon les dernières recommandations publiées il y a 2 semaines. Maintenant, je vais vous parler de la prise en charge des complications. Ça prendra quelque chose comme 15 minutes et je terminerai. Donc, parce que c'était prévu pour 1 heure. Donc, la présentation sera faite en 1 heure. Je ne vais pas dépasser 1 heure. J'ai fait la synthèse finalement de quoi? Des recommandations 2021 dans le stenting des sténoses bénignes de l'œsophage. J'ai fait la synthèse du management du Barrett par la Société européenne. Je vous donne la synthèse des recommandations des sténoses peptiques de la Société anglaise d'endoscopie et de gastroentérologie, et je vous donne la synthèse des recommandations américaines sur le dépistage et la surveillance de l'œsophage de Barrett. Donc, c'est 4 grandes guidelines récemment publiées qui feront l'objet de cette deuxième partie de mon topo. Les complications du reflux, il y en a 4, la sténose, le Barrett. L'ulcère et l'hémorragie, je ne vais pas en parler, je vais parler essentiellement de ces 2. L'œsophagite, je dirais un petit mot quand même, parce que c'est une complication, et c'est la complication la plus fréquente. 40 à 50% des patients qui ont un reflux feront une œsophagite. Aujourd'hui, cette œsophagite est classée selon la classification de Los Angeles. C'est quoi cette classification? Une ou plusieurs ulcérations ne dépassant pas 5 mm, ça c'est le grade A. Le grade B, une ou plusieurs, mais au moins une a dépassé 5 mm, c'est le grade B. Une ou plusieurs, mais confluentes, vous voyez, ici une, quelle que soit leur taille, mais ils sont confluentes, c'est le stade C, mais ils ne sont pas circonférentiels. Lorsqu'ils sont circonférentiels, c'est le stade D. Donc, c'est un LAA, c'est un LAB, c'est un LAC, c'est un LAD. Donc, c'est important d'utiliser cette classification chaque fois qu'on a une œsophagite. Bien sûr, le traitement, c'est les IPP et il faudra faire un contrôle endoscopique obligatoire lorsque vous aurez cet aspect et cet aspect. Et tout patient qui a cet aspect ou cet aspect aura le traitement par les IPP au long cours, sinon un traitement par l'un des procédés que je viens de citer, soit un procédé par sous-cellulose ou un bracelet magnétique. Le BO, c'est 5 à 15% des gens qui ont un reflux qui feront un jour un BO. C'est de la muqueuse gastrique en plein muqueuse œsophagienne. Vous voyez ces aspects. Comment évaluer endoscopiquement? Évaluer endoscopiquement, qui est d'abord le risque. Le risque du BO, c'est le cancer, et on le voit. C'est essentiellement, nous avons beaucoup donc de cancers, et aujourd'hui, c'est l'adénocarcinome, beaucoup plus que le carcinome épidermoïde. Et vous avez que le risque, il est de 1% par an en moyenne, c'est une incidence. Déjà, un papier a pointé du doigt l'augmentation de la vitesse de progression de ce cancer sur EBO. Donc, on doit prendre l'EBO de manière correcte, traiter les malades correctement pour éviter cette complication. Quels sont les risques quels sont les patients à risque de cancer sur EBO? C'est les reflux chroniques maltraités, les malades qui ont des hernies hiatales, les sujets âgés, masculins, les caucasiens,
la prise en charge, la prise de tabac, la consommation de tabac associée, l'obésité, notamment la déposité viscérale. Ce risque est de 0,25 si on n'a pas de dysplasie. Si on a une dysplasie, ce risque est de 6%. Ça, c'est vraiment la plus grande étude qui a été faite, publiée à jamais sur la question. Il faudra absolument savoir classer le BO selon le PRAG. Et c'est important. Le PRAG, c'est un C pour circonférentiel. Mon EBO, il est circonférentiel sur une hauteur de 2 cm. Je dis qu'il est C2. Et il a une longuette qui monte en haut sur 5 cm. C'est le M, je dirais M5. Donc, cet EBO est classé C2, M5. Sur un patient, vous voyez, il est circonférentiel jusque-là. Je mesure C5 et il y a cette languette qui remonte jusqu'à 6 cm et demi. Donc, ce patient est C5, M 6,5. Je peux avoir le C5 égal, je peux avoir C5, M5, c'est-à-dire le BO est circulaire et il s'arrête à un seul niveau. Donc, j'aurai C5, M5. Donc, c'est important, cette histoire de C et de M, pour bien décrire et pour qu'on parle tous le même langage. Voilà un C2, M5, par exemple, c'est circonférentiel sur 2 cm et la plus haute languette, elle est là, c'est celle-là, il monte sur 5 cm, donc j'aurai un C2, M5. Il faut classer selon le type, 3 types, long, plus de 3 cm, court, moins de 3 cm et très court, moins de 1 cm. Il faudra toujours biopsier un EBO selon le protocole de Seattle, mais combien de gens le respectent? Mais faites le maximum de biopsies que vous faites, c'est important pour trouver la dysplasie de bas grade, pour trouver la dysplasie de haut grade. Comment et quand dépister? Est-ce qu'il faut dépister le BO chez tous les malades qui ont un reflux? La proposition de la plupart de ces recommandations, vous voyez que la plupart c'est 2017, 2019, 2019, on dépistera de manière systématique un EBO chez qui? Chez un sujet de sexe masculin qui a un reflux qui est ancien, plus de 5 ans, et qui a au moins 2 signes parmi ces 5. Âge supérieur à 50 ans, sexe masculin, âge supérieur à 50 ans, caucasien, obésité centrale, tabagisme et antécédents familiaux de BO ou de cancer de l'œsophage. Chez la femme, on peut dépister, mais c'est au cas par cas, notamment lorsqu'il y a plusieurs facteurs de risque associés. Comment surveiller un EBO? Une fois diagnostiqué, une fois dépisté. Je préfère, ici vous avez toutes les recommandations, mais je préfère vous donner les recommandations européennes parce que je trouve qu'elles sont les plus pertinentes. C'est en fonction de la longueur. Vous avez un EBO court, inférieur à 3, c'est une fibroscopie tous les 5 ans. Vous avez un EBO lent, mais il arrête à 10 cm, il reste inférieur à 10, c'est tous les 3 ans. Et vous avez un EBO très long et c'est supérieur à 10, là, vous devez envoyer votre malade à un centre expert dans la surveillance et le management des EBO. Il faudra obligatoirement au cours de surveillance, et ça c'est une récente recommandation retenue par l'American Society of Gastroenterology ici, ACG en 2019, il faudra toujours se faire aider par de la chromo pour pouvoir mieux surveiller ces malades. Chaque fois que vous faites un EBO, que ce soit la chromo virtuelle, que ce soit par la chromo réelle, soit, donc il y a plusieurs, on peut faire plusieurs types de chromo, mais faites une que vous maîtrisez, une que vous interprétez et à laquelle vous êtes habitué. Que faire lorsque vous biopsiez et vous trouvez de la dysplasie indéfinie? Vous savez qu'il y a aujourd'hui 3 situations. En biopsie, on trouve de la dysplasie indéfinie. Ça, c'est l'OMS 2019, selon la classification OMS 2019 de la dysplasie. Soit qu'on trouve de la dysplasie de bas grade, soit qu'on trouve de la dysplasie de haut grade. Lorsqu'on trouve un stade indéfini pour la dysplasie, que faire? Vous allez refaire une endoscopie avec des biopsies sur le Seattle dans les 6 mois à venir. Vous ne trouvez plus de dysplasie sur 2 contrôles, vous surveillez le malade, bien sûr, de manière régulière. Si vous trouvez, vous refaites un an. Vous trouvez de la dysplasie de bas grade. J'ai oublié de dire que cette histoire de dysplasie doit être confirmée par un anapathe expert et les langues doivent être reliées pour confirmer ces dysplasies, c'est important et c'est dit dans toutes les recommandations, toujours avoir 2 lectures dont une doit être faite par un anapathe digestif expert. Vous confirmez la dysplasie, vous recontrôlez à 6 mois.
À 6 mois, vous ne mettez plus de dysplasie, vous refaites un an. Et si vous faites le contrôle un an et vous ne trouvez pas de dysplasie, vous revenez à la surveillance classique tous les 3 ou tous les 5 ans en fonction de la longueur de votre EBO. Vous trouvez de la dysplasie de bas grade donc confirmé sur les endoscopies que vous avez fait au contrôle. Là, bien sûr, le malade sera traité. Et comment? La Société européenne propose de faire ce traitement par de la radiofréquence et on verra comment on fait ça. Que faire devant une dysplasie de haut grade? Toute lésion trouvée à la chromo qui est surélevée ou qui est d'apparence anormale sur laquelle vous tiquez, vous devez absolument la réséquer de manière endoscopique. Vous devez la réséquer, c'est la résection. Pourquoi? Parce qu'on aura une pièce à analyser, on saura exactement, ce n'est pas des biopsies qu'il faut faire, mais c'est une résection. Message très important, réséquer et non pas biopsie. La deuxième, si vous trouvez de la dysplasie, bien sûr, le malade, on discutera du traitement et ça va être bien sûr la résection et le reste de l'EBO sera détruit par radiofréquence. Si on ne trouve pas, on refait un contrôle à 3 mois et en fonction, bien sûr, on décidera. Donc, la dysplasie de haut grade, s'il y a des lésions qui sont surélevées, c'est la résection et on analysera la pièce et en fonction de l'analyse de la pièce, on décidera par la suite. Je vous donnerai l'algorithme après. Comment on traite un adénocarcinome in situ lorsqu'on fait une résection? J'ai fait ma résection sur une lésion surélevée. L'anapathe me répond ADK T1A, c'est-à-dire il est en intramuqueux et il envahit juste la lamina propria ou la musculaire muqueuse, c'est-à-dire vraiment un intramuqueux pur. À ce moment-là, le traitement, il est endoscopique, c'est la résection endoscopique. S'il est un B, c'est-à-dire il a envahi la sous-muqueuse, dans ce cas-là, la résection endoscopique est une option chez des gens qui sont limites pour la chirurgie. Le standard, c'est de faire un traitement chirurgical. Mais si un traitement endoscopique est fait où le malade n'est pas candidat à une chirurgie, à ce moment-là, cette résection endoscopique doit être faite et c'est l'analyse de la pièce, de spécimen qui nous dira est-ce que ce traitement est suffisant ou pas. On retiendra le traitement endoscopique comme suffisant lorsque nous avons un adénocarcinome T1B, lorsque l'invasion sous-muqueuse est limitée à 500 millimètres, lorsque le grade est bien différencié au médicament, mais un indifférencié, le malade ira à une chirurgie. Il faudra absolument qu'il y ait une absence d'envahissement lymphatique et sanguin des vaisseaux et il ne faudra pas qu'il y ait une infiltration tumorale sur les marges de résection en profondeur. 4 conditions pour retenir le traitement endoscopique comme suffisant, sinon il faudra compléter par un traitement chirurgical. Toute lésion sur barrette traitée et enlevée de manière endoscopique, le reste de la muqueuse de barrette doit être détruite par radiofréquence. C'est important. Pour synthétiser et vous donner un algorithme simple et clair, je dirais, vous faites une endoscopie, vous faites votre classification de Prague, vous faites votre chromo réel ou virtuel. Vous avez votre EBO et vous avez une lésion focale. Cette lésion focale en relief est inférieure à 2 cm. Vous faites une mécosectomie. Votre lésion est en relief, elle dépasse 2 cm. Vous faites une dissection. Vous analysez la pièce. La pièce, elle revient, vous êtes R0 sur les limites. Parfait. Mais il faut que ça soit un T1M ou un SM1, c'est-à-dire la profondeur, il ne faut pas qu'elle dépasse 500. On contrôle à 2 mois. Et après, si il y a encore de la muqueuse de barrette qu'on voit, il faudra la détruire par radiofréquence. Vous avez un deuxième cas de figure. Vous avez un EBO long avec de la dysplasie haut grade ou bas grade, multifocale, mais sans lésion focale. Vous avez biopsié parce que vous n'avez pas eu de lésion à réséquer. Vous avez fait des biopsies sur le Seattle et on vous répond dysplasie haut grade ou bas grade. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez un EBO long avec de la dysplasie multifocale? Vous n'allez pas pouvoir faire ça. On peut faire une dissection, mais ce qui a été proposé, c'est de faire une radiofréquence sur ce EBO long. La radiofréquence est une excellente option lorsque vous avez 2 EBO longs sans lésion focale vue à réséquer. Et à ce moment-là, on va détruire par radiofréquence, on va contrôler 2 à 3 mois après. Et s'il y a encore de l'EBO résiduel, on va faire autant de séances de radiofréquence jusqu'à éradication. Voilà une très belle méta-analyse sur la radiofréquence. 3800 malades analysés, éradication de la métaplasie intestinale 78%, éradication de la dysplasie 91%, récidive après éradication 13%,
Et cancer seulement, donc complication d'un cancer parce qu'on a laissé quelque chose qu'on n'a pas évolué, c'est 0,2, donc c'est vraiment minuscule. Et la principale complication, c'était la sténose. 5% des malades vont sténoser et auront besoin de dilatation endoscopique. Et voilà les sondes de radiofréquence, et voilà la technique. Donc, c'est une technique qui est donc très efficace et les indications, on les a discutées. Comment surveiller un malade chez qui on a traité un EBO? Si je vois les dernières recommandations de l'AGA en 2020, et ça, c'est les 6e recommandations que j'ai consultées, et là, je prends juste cette partie qui est intéressante, c'est vous faites, si vous avez de la dysplasie au grade que vous avez traité, quel que soit le procédé, vous allez faire un contrôle un an et puis tous les 3 ans. Si vous avez de la dysplasie au grade ou de la métaplasie intestinale, là, ou de carcinome in situ, pardon, là, vous faites un contrôle à 3 mois, à 6 mois et à 1 an. Et après la suite, vous faites un contrôle de manière annuelle. Ici, on va serrer et on va faire ceinture de bretelles parce que le risque est important. J'arrive à la sténose peptique et que je vais faire en 5 minutes parce que c'est rapide. Vous connaissez très bien cette complication, tout le monde a géré. Voilà l'aspect d'une sténose. C'est quelque chose qu'on voit dans 10%. C'est important, et notamment chez des malades qui sont traités de manière donc, empirique et le diagnostic et le traitement n'est pas, il n'y a pas d'observance. On a 2 manières pour dilater ces sténoses, les bougies et les ballons. Est-ce que les ballons font mieux? Est-ce que les bougies font mieux? Une seule étude est disponible, il date de 1995, mais il est bien fait. Il a montré que les résultats à long terme sont meilleurs avec le ballon TTS. Que disent les recommandations? Et là, j'ai pris les recommandations anglaises parce qu'ils sont très bien, ils sont très détaillés, publiés dans Gut en 2018. Les ballons et les bougies font la même chose, donc c'est en fonction de la longueur et bien sûr en fonction de la disponibilité et du coût que vous allez décider. Voilà un aspect d'une dilatation, on voit la sténose, on met le ballon, on utilise un contrôle radiologique et endoscopique et on dilate et ça se fait rapidement. C'est un geste très simple et doit être fait par tous les gastroentérologues. Quelques informations utiles par rapport à la dilatation endoscopique des sténoses peptiques. Entre 40 à 60% des sténoses peptiques nécessitent une seule dilatation. Le besoin de redilater est élevé durant les 2 premières années et la moitié des malades auront besoin d'une autre séance durant l'année qui suit. Ce risque de resténose et d'avoir besoin de redilater est d'autant plus important si la sténose est serrée et elle est longue. Et il faudra obligatoirement associer donc le traitement de l'œsophagite. Et il est important, ça va réduire le nombre de dilatations et c'est quelque chose qu'il faudra absolument insister auprès des patients. Et voilà ce que disent les recommandations. Il faut toujours associer un traitement par les IPP et il faudra associer un IPP le plus souvent à double dose ou à dose élevée. Pourquoi? Pour assurer vraiment une efficacité parce que ça va impacter l'évolution et ça va réduire donc le risque de resténose. Que faire lorsque la sténose est réfractaire? La sténose est réfractaire, bien sûr, vous allez pouvoir aider par l'injection de stéroïdes, de corticoïdes en local. Le protocole, on injecte l'acétate de triamcinolone, 40 mg par millilitre. C'est 0,5 millilitres qu'on va injecter dans 5 quadrants. Et il faut injecter ces corticoïdes dans le bout, au niveau, pas dans la sténose, mais dans le bout proximal de la sténose. Si vous le faites selon cette manière, ça a été fait sous papier chez 30 malades, le risque de redilater était de 13% versus 60% des gens qui ont eu seulement dilatation plus IPP. Donc, vous allez gagner quand même une réduction de risque d'avoir recours à des dilatations nouvelles. Si, malgré ça, la sténose reste réfractaire, là, la possibilité d'utiliser un stent totalement couvert est très utile et il pourra être utile, mais il ne faudra pas le garder longtemps. Il faudra le garder juste 4 à 8 semaines. Pourquoi? Parce qu'il risque de s'impacter et vous aurez des difficultés à le retirer. Donc, gardez-le au maximum 8 semaines et le retirez. Je vous donne les recommandations par rapport au stentage, au calibrage par stent des sténoses bénignes. Et là, je fais référence aux recommandations de la Société européenne de 2021. Le stent couvert peut être une bonne option dans les sténoses bénignes réfractaires, dans la sténose peptique, bien sûr. Et ça doit être un stent totalement couvert. Qu'en est-il des stents biodégradables? La Société européenne, dans sa dernière version en 2021, ne recommande plus l'utilisation des stents biodégradables. Je vous remercie.
C'est Hamoud, tu as la parole. Voilà. Merci Sibn Aziz pour cette excellente conférence concernant le RGO, où tu nous as vraiment apporté des nouveautés. Et là, je pense que je vais commencer par une remarque, c'est que tu viens de nous placer la barre très haute par rapport aux indications chirurgicales du RGO. pH-métrie haute résolution, non, pardon, manométrie haute Manométrie. résolution, Oui, oui, il faut le faire. Métrie. Médico-légal, la manométrie avant chirurgie, c'est du médico-légal. Okay. Je dis bien, c'est du médico-légal. Et en même temps, tu nous as fait peur en nous disant sur 100 malades non répondeurs, il y a quand même 50% des gens qui sont des fonctionnels. Oui, tout à fait, c'est la réalité. Et ça revient de pas. Je vous ai amené une seule étude, deux études. Une, on a trouvé que c'était 33, dont l'autre, c'était presque de 56, mais ça revient toujours dans ces proportions. Et c'est pourquoi la pH impédance est importante pour ne pas aller faire des escalades thérapeutiques et faire pire encore des chirurgies chez des malades fonctionnels. Vous allez les avoir sur le dos. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment tous ces moyens pour pouvoir donc poser l'indication correcte de la chirurgie en matière de reflux. Ah bien, un malade que je voudrais opérer, un chirurgien, c'est Hamoud, moi je fais tout ça. Je te le jure que c'est ce que je fais depuis toujours. J'ai toujours peur d'aller proposer à un malade, tu sais, il a un reflux qui répond aux IPP, qui reste dépendant aux IPP parce que je sais que le traitement chirurgical va l'améliorer. Mais un malade qui ne répond pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il cache. Mais un malade qui répond, un malade jeune, 25 ans, tu donnes les IPP, il est formidable, il est bien. Vous arrêtez les IPP, il rechute. Il prend les IPP du docteur, je suis très très bien. Ça, c'est sûr que la chirurgie va l'améliorer. Proposer une chirurgie chez ce malade. Mais bien sûr, éliminer un trouble moteur associé. Pourquoi? Parce qu'il va se trouver avec une dysphagie après. Et s'il se trouve avec une dysphagie après, on aura le problème si c'est un trouble moteur qu'on a raté. Et c'est pourquoi la manométrie est obligatoire avant de proposer des malades aux chirurgiens. Il y a une question qui nous dit qu'en est-il de la radiofréquence de BO au Maroc? Il n'en a pas, on n'a pas la machine. Il faudrait qu'on l'introduise. Ce n'est pas quelque chose de sorcier, je peux vous dire, parce que j'ai assisté à plusieurs séances de radiofréquence. À ma connaissance, je dis bien, je précise, à ma connaissance, nous ne pratiquons pas encore de radiofréquence pour le BO au Maroc. Oui. Et puis, il y a une autre question. Patient sous lévothyrox, faut-il prendre les PP à distance, à savoir le soir? Merci. Moi, personnellement, c'est une histoire, je n'ai pas à la tête qu'il y ait quelque chose qui puisse interférer, mais ceci dit, la recommandation pour moi, c'est que l'IPP doit être pris avant le repas le matin, avant le repas le soir, et bien sûr, par rapport aux antithyroïdiens, vous les placez à distance. Je ne connais pas d'interaction, à moins qu'ils existent, il faut que je cherche. D'accord. Et en matière de bio, pour bien sûr améliorer le résultat de la NAPAT, comme tu l'as bien dit, qu'il faut faire plusieurs biopsies, et le fait qu'il y a une hétérogénéité de répartition de la dysplasie rend le diagnostic un peu difficile. Alors, ces biopsies, quand on les fait, à ton avis, sur un endobrachioœsophage long, est-ce que les faire tout 1 centimètre, tous les 2 centimètres? Il faut le faire selon le protocole de Seattle, il est clair. Tous les 2 centimètres, à un niveau, vous faites 4, une dans un quadrant, et les 4 fragments iront dans un pot. J'ai un EBO qui fait 8 cm. Eh bien, ça va être tous les 2 cm, 4 prélèvements antérieurs, latéral droit, latéral gauche et postérieur. Je monte de 2 cm, 1, 2, 3, 4. Je monte de 2 cm, 1, 3, 4, et vous faites autant selon la longueur. Mais ce protocole de Seattle, il y a eu des études qui ont été faites dans la vraie vie, il n'est pas respecté, malheureusement. Oui. Et pour ce qui est de l'endobrachioœsophage, donc finalement, la chromo virtuelle ou non est indispensable. Obligatoire. Est obligatoire pour dire qu'on… Pour cibler les biopsies, pour augmenter, pour réduire ce risque. Donc, tu voilà, dis des faux négatifs. Pour réduire le risque, eh bien, utiliser de la chromo pour aller cibler les zones suspectes. Donc, si on n'a pas de chromo, on n'a pas le droit de surveiller, de dire qu'on surveille un EBO. D'accord. Il vaut mieux faire de la chromo. D'accord, ok. Non, c'est indispensable. C'est une recommandation, tu as vu, sur les recommandations de la Société américaine 2019, il recommande de surveiller avec de la chromo, qu'il soit réelle ou virtuelle, avec celle que vous maîtrisez. D'accord.
Et revenons aux sténoses. Alors, sur les sténoses réfractaires, donc tu viens de dire que finalement, en injectant donc des corticoïdes, on va avoir une amélioration du résultat. On réduit le risque de redilater. Le risque de dilater. Sur un poster de l'équipe de Fès, il me semble, il y avait un bon nombre de malades donc de sténose réfractaire qui étaient opérés. Je ne me rappelle plus du chiffre, est-ce que c'était de l'ordre de 20% ou 24%, je ne me rappelle pas très bien. Alors, je te dis là, sinon, toi, quand tu dilates une œsophagite, une sténose, elle est réfractaire, tout d'abord, tu injectes les corticoïdes et après tu dis je la passe au chirurgien, ou bien dès le diagnostic de réfractaire, tu te dis voilà, je l'adresse au chirurgien. Qu'est-ce que je perds à injecter de la corticothérapie après une dilatation chez un malade qui a des sténoses inflammatoires? Je ne perds rien. Oui. Qu'est-ce que je perds? Si ça marche, dans tous les cas, la dilatation, on traite quoi? On traite la dysphagie, on traite les symptômes. Le malade, il s'alimente, je lui dis ne reviens pas. Dès qu'il commence à avoir de la dysphagie, je lui dis tu reviens. C'est comme ça qu'on traite ces malades. Et n'oubliez pas aussi la possibilité du stent. Le stent totalement couvert, il peut parfois améliorer les choses, éviter à des malades d'aller à la chirurgie. Donc, les recommandations aujourd'hui, tu les as vues, aussi bien de la Société européenne en 2021 que celle de la société anglaise donc en 2018, disent la même chose, c'est-à-dire corticothérapie, oui, lorsqu'il y a des sténoses réfractaires où tu commences à dilater plusieurs fois, ça récidive rapidement, et si malgré ça, ça ne marche pas, tu fais le stent, et si avec le stent ne marche pas, allez-y, bien sûr, proposez la chirurgie. D'accord. Alors là, je vois une question, ne pas faire la fibrose gastro-duodénale en cas de symptômes extradigestifs est difficile sur le plan pratique. Oui. Surtout, oui, c'est une bonne question. D'ailleurs, moi aussi. Un autre spécialiste. Moi, lorsque j'ai vu cette recommandation, j'ai tiqué un peu. Mais finalement, il y a un rationnel. Vous savez, le mieux pour les manifestations extradigestives, le rendement de l'endoscopie est faible. C'est une réalité au stade. Le rendement de l'endoscopie est très faible dans les manifestations. Vous la faites, il sera toujours souvent normal. Par contre, il y a même des écrits et des experts qui te proposent de faire un test thérapeutique, de faire 2 semaines d'IPP for dose à des malades qui ont des manifestations extradigestives après avoir exploré par les spécialistes d'organes, le pneumo, le cardio, qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas une pathologie authentique d'organes. Et le meilleur examen, c'est bien sûr la mesure du pH et non pas l'endoscopie. Mais si on fait une endoscopie, ce n'est pas interdit. Vous aurez la chance de trouver une œsophagite, vous allez trouver un reflux. Mais est-ce que vous allez dire, est-ce que le reflux est responsable des symptômes? Ça, on ne peut pas le savoir. Si on fait une pH-métrie avec marqueur d'événement, on pourra le savoir. Le malade, il tousse. Au moment où il tousse, on voit que le pH est inférieur à 2 au niveau sur la pH-métrie. On a approché un peu la réalité. L'endoscopie, je te dis que dans 16%, tu trouveras une œsophagite. Et dans le reste, tu ne trouveras rien. Et tu ne pourras pas dire que ce malade n'a rien. Donc, le rendement de l'endoscopie n'est pas aussi bon que celui de la pH-métrie dans les manifestations extradigestives. C'est pourquoi l'AGA a émis cette recommandation. Il vous a dit que ce n'est pas un examen de première ligne. Ce n'est pas une exploration de première ligne. Et il faudra peut-être faire autre chose que de faire une endoscopie. D'accord. Et une autre question concernant prise en charge des patients qui récidivent dès l'arrêt de l'EPP. Il ne faut pas faire une endoscopie tout de suite. Il faut attendre. Ça, c'est quand même intéressant. Ça, on ne la faisait pas aussi dans le pratique. Attention. Beaucoup de gens, lorsque le malade ne répond pas aux IPP, vous faites l'endoscopie dans la semaine. Si vous faites l'endoscopie de la semaine, vous ratez l'occasion de faire. Il faut attendre au moins 2 semaines à 4 semaines. Ça, c'est aussi une nouvelle recommandation dans la pratique et je trouve qu'elle est intéressante. Il ne faudra pas faire les endoscopies immédiatement après l'arrêt des IPP. Il faudra attendre 2 semaines minimum, sinon 4 semaines. Et c'est bien précis dans le texte. Vaut mieux attendre 2 semaines, sinon c'est 4. Pour pouvoir trouver des lésions qui vont t'aider à avancer dans le diagnostic. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? La question que je me poserai, moi, qu'est-ce qu'on fait avec des malades qui souffrent au jour le jour? Exactement, c'est ce que j'allais te demander, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le malade qui ne peut pas arrêter son EPP? On lui donnera un alginate. On lui donnera un alginate en attendant. Très bien. En attendant.
de faire cette exploration, de faire cette endoscopie sur un malade sans IPP. Alors, en longueur de BO est précisée par rapport à la hauteur circonférentielle ou hauteur maximale. C'est le C qui est pris. C'est le C et le M. Il est circonférentiel sur 2 cm, c'est C2. Il y a une languette qui se détache et monte sur 5 cm, c'est un M5. Donc, c'est en fonction de la partie circulaire, c'est le C, et le M, c'est la hauteur de la languette la plus haute. Une autre question concernant, on a parlé de reflux acide. Alors, qu'en est-il de reflux non acide? Ça représente moins de 3%, tu as vu. On demande le traitement. Il y a une question qui demande le traitement du reflux non acide. Et le baclofène associé aux IPP, ça peut aider. D'accord. Mais sinon, c'est la chirurgie. Est-ce que le MSA est indiqué même si on a une hernie hiatale par glissement? Non, c'est surtout dans les régurgitations sans hernie. D'accord. Et puis, ça marche très bien sûr. Ça, c'est une technique innovante. Sincèrement, j'ai lu beaucoup sur cette technique. Et elle est très innovante, elle est très efficace lorsque tu as des régurgitations. Et c'est formidable. Je t'assure, et ça a été retenu comme recommandation claire, bien sûr, comme alternative au système anti-reflux. Parce que finalement, c'est un procédé qui est physiologique où vous augmentez la pression et c'est juste une pression qu'il faut pour pouvoir éviter que le contenu acide monte. Si vous vomissez, vous pouvez vomir. Si vous déglutissez, vous allez déglutir, mais le liquide spontané ne montera pas. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de la pH-métrie, tu as parlé du pH, donc l'importance du pH œsophagienne, mais la durée d'exposition, elle y est également pour quelque chose. Oui, je suis d'accord. D'accord. Donc est-ce qu'il y a des gens qui ont une durée d'exposition plus importante que d'autres? Oui, chez ces gens-là, on sera plus amené à donner des doses plus importantes d'IPP ou à les faire… Non, c'est pas le diagnostic, il faut, il est fait ici en fonction, c'est le nombre. La durée d'exposition aussi importante parce que les malades qui font des durées éphémères, vous allez peut-être même les rater. Ce que je veux dire, moi, c'est est-ce qu'à partir de la durée d'exposition, on peut déduire tel ou tel traitement? Non. Non. Du tout. D'accord. Okay. Alors là, une question, on va peut-être terminer par celle-ci. Je ne sais pas, c'est s'il vous plaît le prix d'une pH-métrie et d'une pH impédance-métrie. Moi, je pense que c'est entre 2300 et 3000, ça dépend des centres. Disons en moyenne 2300. Allez, on dira 2300. Entre 2300 parce qu'il faut acheter la sonde. Pour l'une ou pour les deux? Non, pH-métrie, impédance-métrie, je pense entre 2000, disons entre 2000 et 3000 dirhams. D'accord. Je ne veux pas dire de bêtises, c'est pourquoi je reste entre ces chiffres. Donc, il n'y a plus de questions ici. Concernant, alors là, il y a une question qui rentre là, à l'instant, c'est le RGO récurrent. C'est récidivant. Oui. Un RGO récidivant, c'est en fonction tu as un malade qui a une œsophagite stade C, stade D, c'est IPP continu, ça aussi c'est une nouvelle. C'est nouveau, ça. On ne disait pas qu'il faut traiter en fonction du stade de l'œsophagie. Un malade qui a une œsophagite stade C, stade D, c'est en traitement continu ou chirurgie. On ne peut pas le laisser sans rien. Ce malade risque de sténoser. Ce malade risque d'avoir des complications. Donc, tout patient qui a une œsophagite stade C, stade D, selon les recommandations AGA 2021, doit avoir un traitement continu. La même chose, un malade qui a un reflux récidivant, eh bien, s'il n'a pas d'œsophagite stade C, il n'a pas d'œsophagite stade D, ça va être traitement à la demande. S'il a une œsophagite stade C, s'il a une œsophagite stade D ou un EBO, ça va être traitement continu. Donc, s'il y a des symptômes récurrents, on fera une endoscopie. On ne trouvera pas d'œsophagite ou une œsophagite stade A sans EBO, traitement à la demande. On trouvera une œsophagite stade D ou stade C avec un EBO, c'est traitement continu. Voilà ce que disent les recommandations en 2021. Voilà, très bien. Merci, c'est très intéressant tout ce que tu viens de dire. Vraiment, on a appris beaucoup de choses. Et si tu